soit sur YouTube, l'un des deux. Grande première, on va tester. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur YouTube. Si c'est un format qui marche bien, on pourra peut-être le généraliser. Donc deuxième webinaire. Alors cette fois, on va quitter un peu le cloud et on va s'intéresser à la combinaison de l'IoT et du deep learning. On va faire deux grosses démos, deux grosses explications. Une première démo où donc je vais utiliser un robot basé sur un Raspberry Pi. Je vais l'interfacer avec différents services d'IA comme Recognition, Poly, etc. Mais je vais aussi lui faire exécuter un modèle de reconnaissance d'image MXNet localement sur le Pi. Et puis pour rigoler, eh bien, on a aussi un Amazon Echo et donc on va pouvoir piloter vocalement le robot. Ok ? Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà montré ça rapidement pendant un des webinaires IoT, mais là on va l'expliquer un petit peu plus en détail. Ok ? Et deuxième démo, je ne sais pas si on la voit pas à l'écran là, Hugo. Tu peux nous basculer qu'on voit les joujoux, non ? Alors sur YouTube on les voit. Hein ? Ouais. Ah bah alors voilà, sur YouTube vous les voyez. Bon, c'est magnifique. Donc vous voyez, voilà, le robot, l'Echo Device et la Deep Lens. Voilà, il ne doit pas y en avoir beaucoup en France. Hein, seuls les gens qui étaient à Reinvent et qui ont participé au workshop Deep Lens ont dû en avoir. Donc à mon avis, je pense qu'on les compte sur les doigts de la main. J'ai dû faire des choses absolument inavouables pour m'en procurer une, parce que je voulais vraiment vous la montrer. Donc voilà, vous allez découvrir ce que c'est que ce machin et ce qu'on peut faire avec. Et puis on bricolera, on verra bien, on va s'occuper. En avant, alors on va commencer par peut-être juste regarder le schéma global de la première démo, parce qu'il y a beaucoup de composants. Alors, on va commencer par le robot. Donc ici, on a un robot Raspberry Pi qui va recevoir des commandes via AWS IoT. Okay, donc AWS IoT, service IoT lancé il y a maintenant presque 2 ans par AWS, qui permet à des équipements de se connecter à une passerelle cloud et d'échanger des messages avec un protocole standard qui s'appelle MQTT. Okay, donc ce robot, il est connecté, on va regarder tout à l'heure comment, il est connecté au gateway IoT en Irlande avec un certificat, une paire de clés, etc. Donc il peut envoyer et recevoir de manière sécurisée des commandes. Okay. Ces commandes, elles vont arriver dans ce qu'on appelle des topics, qui sont des fils de messages. Okay. Donc on a une file de messages pour les ordres de déplacement, une file de messages pour la parole et une file de messages pour prendre des photos et reconnaître des objets. Okay. Scan, c'est pour le déplacement du capteur ultrason. Bon, je vais pas le montrer aujourd'hui. Okay. Donc en fonction des ordres qui sont reçus ici, eh bien, sur le robot, j'ai un serveur en Python qui va décortiquer le message et alors soit se déplacer en utilisant l'API du robot, soit parler en utilisant Amazon Poly pour le text-to-speech, soit prendre une photo et faire de la reconnaissance faciale en utilisant Recognition, soit prendre une photo et faire de la reconnaissance d'objets avec le modèle local MXNet en utilisant exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un modèle préentraîné qu'on charge et qu'on exécute. Et puis, dans les cas où on a utilisé la caméra, on va également envoyer un tweet, ce qui nous permet de voir la photo et le message qui a été envoyé. Okay. Donc l'interface du robot c'est MQTT et on pourrait envoyer des messages MQTT au robot pour le tester. C'est comme ça que je l'ai testé, c'est comme ça que je l'ai débugué. Bon, une fois que tout ça fonctionne, je me suis dit bon, c'est quand même pas très rigolo, c'est pas très visuel d'envoyer des messages MQTT, donc ça serait plus marrant de pouvoir le commander vocalement. Donc j'ai pris un Amazon Echo, j'ai développé un skill que je vais vous montrer également.
Et en fonction des commandes que je donne à ce skill, et qui sont donc passées à une fonction lambda, eh bien, tel ou tel type de message va être envoyé au robot dans le bon topic MQTT et on va faire la bonne commande. Ok. Alors, on va faire une petite démo tout de suite. Je vais d'abord le brancher, parce qu'évidemment, on a beau faire de l'intelligence artificielle, il faut des piles. Voilà. Alors, on va mettre les piles. Comme ça, je pourrais débrancher le... oui, c'est bon. Débrancher le chargeur et avoir un petit peu plus de liberté de mouvement. Alors pendant que je fais ça, donc ce kit, c'est un kit que j'ai acheté à peu près complètement sur internet. Alors le haut-parleur vient de chez Boulanger, si vous voulez tout savoir. Mais le robot lui-même, c'est un kit qui est fabriqué par Dexter Industries, que vous trouverez sur internet, qui coûte un petit peu moins de 200 $, je crois, ou 200 €, je me souviens plus. Et auquel j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté la caméra du Raspberry Pi, qui est la caméra standard, qui vaut à peu près 20 $. Voilà, donc on doit pouvoir le débrancher maintenant. Voilà, un fil de moins. On va essayer de se faire un peu de place parce que sinon on ne va jamais rouler. Alors, je vous avais dit que c'était le bricolage, ce webinaire là. Hop, je vais enlever ce truc là. Voilà, la caméra, on va la laisser là. Ouais, je pense que là on a assez de place. Pourquoi j'ai un fil à la patte? Je peux le remettre dans ma poche ça? Non. À la ceinture plutôt. À la ceinture, mais j'ai pas de ceinture. Si, j'ai une ceinture. Alors, je remets ça à la ceinture. Voilà. Ok, ça pendouille un peu. Le fil, j'ai quand même le droit de le mettre dans ma poche, oui. Merci Hugo. Alors. Ok. Bon, dis-moi qu'on voit tout là, parce que... Hein, ça marche? Oh, c'est génial. Bonjour maman. Alors, on va vérifier un peu tout ça. Je me rassois. Pourquoi je fais une boule? Parce que je suis excité. Alexa, what's the weather in Paris? In Paris, France, it's 43 degrees with cloudy skies. Tonight, you can look for cloudy skies moving in and out, with a low of 38 degrees. Ok, bon, donc on a l'air connecté. En avant. Alexa, open Johnny Pie. Johnny Pie is at your command. What would you like him to do? Please go forward. Okay. Please go backward. Okay. Please turn left. Okay. Please turn right. Je suis trompé. Okay. Je savais que ça finirait mal. Stop. Thank you for interacting with Johnny Pie. Goodbye. Ok, donc là on voit le fonctionnement de base. Hein. Je vais vous montrer le code après, on a le temps de le détailler, rassurez-vous. Donc j'ai un skill qui reconnaît des instructions qui sont passées à une fonction lambda. Cette fonction lambda, elle pousse un message MQTT dans un topic auquel le robot est abonné, puisqu'il est connecté au gateway. Et puis en fonction de l'ordre qui est reçu, eh bien, il fait la bonne action. Ok, donc ça c'est les actions de mouvement qui sont commandées à la voix. Donc on va essayer les autres types de commandes. Alexa, open Johnny Pie. Johnny Pie is at your command. What would you like him to do? Do you see faces? Okay. Ok, donc normalement, on va vérifier ça tout de suite. Il a dû prendre une photo. No face has been detected. Sorry. On va le refaire. Here are some keywords about this picture. Computer hardware, electronics, hardware, router. Ok, donc manifestement, il a vu stop. Okay. Il n'a pas vu ma tête. Alors on va regarder ce qu'il y avait dans le tweet. Ah oui, je suis trop de travers. On va la refaire. Alexa, open Johnny Pie. Johnny Pie is at your command. What would you like him to do? Do you see faces? Okay. Donc là, il prend une photo.
il A l'envoie. single face Voilà. has been detected. Here are some keywords about this picture. Human, people, person. Donc ici, donc je disais, il prend une photo, il l'envoie à Recognition. Voilà. Il l'envoie à Recognition et il fait également un appel à Poly pour générer la voix que vous entendez. Okay. On va supprimer celui-là qui est pas bon. D'accord, donc là on utilise comme je l'ai montré tout à l'heure sur Recognition, on fait un appel à un service cloud. C'est très bien, c'est simple, c'est peu de lignes de Python. Maintenant, on peut avoir envie d'un truc plus spécifique, on peut avoir envie de reconnaître des objets particuliers, etc., etc. Alors on va essayer autre chose. Ouais, ça doit être dans le champ là. Voilà, hop. Alexa, open Johnny Pie. Johnny Pie is at your command. What would you like him to do? Do you see an object? Okay. Donc cette fois, il va prendre une photo une fois de plus. I'm 84% sure that this is a coffee mug. Ok, je l'avais pas testé avant pour ne rien vous cacher. Je suis content qu'il ait réussi. Voilà, donc il prend une photo, il la passe, il fait une prédiction avec un modèle MXNet qui est stocké sur le Pi, qui est un modèle Inception. Okay. Pré-entraîné, donc auquel j'ai absolument pas retouché, hein, je m'en sers comme tout à l'heure, je le charge et je passe l'image à travers, et puis il regarde le top 1 des catégories, et avec ça il construit un message et il envoie un tweet. Okay. Voilà. Et j'ai fait un placement produit pour Lipton. Incroyable. Si quelqu'un travaille chez Lipton, j'aime beaucoup ce que vous faites. Vous pouvez m'écrire, hein, non ouais. Non, je suis dissipé là. Donc voilà le fonctionnement global. Okay, donc là on a fait des mouvements, on a utilisé Poly Recognition donc dans le cloud pour faire du text-to-speech et pour faire de la reconnaissance faciale en l'occurrence. Et puis on a aussi utilisé un modèle local sur le Raspberry Pi pour détecter des objets avec un modèle pré-entraîné. Ok, allez, on va faire un deuxième essai. On va même essayer la forme plus compliquée. Alexa, ask Johnny Pie to look for objects. There was a problem with the requested skills response. Voilà, donc là j'ai dû utiliser ce qu'on appelle une utterance, j'ai dû utiliser une forme qu'il n'a pas compris. Alors on va réessayer la forme simple, il faudra que je débug ça. Alexa, open Johnny Pie. Johnny Pie is at your command. What would you like him to do? What's the object? Okay. Là il l'a compris. I'm 86% sure that this is a baseball. Ok, bon, ça c'est mon cas de test habituel et il a bien marché. Donc toujours pareil, on prend une photo, on la passe à travers le modèle et puis ça fonctionne plutôt bien. Okay. Alors c'est toujours la même histoire. Hein. Si je lui montre des objets qu'il n'a jamais vus, Alexa, open Johnny Pie. Johnny Pie is at your command. What would you like him to do? What's the object? Okay. Alors une souris, on va voir s'il reconnaît une souris. I'm 22% sure that this is a mouse, computer mouse. Ok, pas mal. Donc manifestement, il avait aussi des souris dans son dataset. Alors c'est intéressant parce que vous voyez la photo ici, vous voyez mon écran, vous voyez la photo qu'il a prise. Bon, c'est alors autant sur effectivement la tasse de thé et la balle de baseball, il n'y avait pas trop d'ambiguïté. Sur la souris, c'est moins évident. Hein. Franchement, si vous montriez ça à un humain, bon, alors ok, on voit le fil à côté. Je ne sais pas si le fil a bien une importance pour la reconnaissance, mais bon, ça saute pas aux yeux que c'est une souris, sincèrement. Donc le modèle est plutôt correct. Alors après, si je prends des objets plus exotiques, évidemment, ça ne va pas du tout marcher. Okay. Merci Johnny Pie, tu t'es bien comporté aujourd'hui. Alors comment ça fonctionne tout ça? On va balayer un petit peu le code. Donc bon, ici je vois le skill que j'ai développé dans
dans ma page de configuration Alexa. Et donc si je vais sur le portail développeur, je vais peut-être le mettre en plein écran. Ouais, paf, hein. Ok. Donc c'est un skill qui s'appelle Johnny Pie, ça je pense que tout le monde l'avait compris. Ok. Le modèle d'interaction, il est plutôt simple. Donc j'ai différentes intentions dans ce skill. Donc j'ai ce que j'appelle la direction intent, donc faire bouger le robot. J'ai une see intent qui est de regarder ce qui se passe devant lui. Et effectivement, ce que j'ai utilisé tout à l'heure, c'était pas vraiment dans la liste, donc il faudra que je le rajoute. Ah oui, j'ai un hello intent, mais je crois que j'ai pas encore implémenté. Donc, ok, donc ici j'ai en gros soit se déplacer, soit regarder des objets. Okay. Donc se déplacer, alors ça peut prendre plein de formes, donc j'ai rajouté plein de phrases différentes. Okay. Et puis il y a un paramètre, mais ce que en langage Alexa on va appeler un slot, qui va être la direction. Okay. Donc il faut que je définisse ici, donc dans les slots, pour cet intent là, pour direction intent, donc je définis un slot qui s'appelle direction, qui est de type list of directions et qui va contenir left, right, forward, backward ou hold. Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement je ne pouvais pas utiliser stop, parce que stop est un mot réservé d'Alexa. Donc mon robot s'arrêtait pas, il continuait tout droit, et par contre le skill lui s'arrêtait. Donc c'est pour ça que j'utilise hold à la place. Voilà, donc bonne information pour vous, vous ne pouvez pas utiliser stop dans un skill avec ça. Donc ça c'est pour les mouvements, et puis ensuite pour la vision, voilà, c'est pareil, j'ai un certain nombre de façons de lui demander, et j'ai une target qui est donc du type list of targets, comme vous voyez ici. Et donc dans list of targets, j'ai en gros faces ou objects, d'accord, qui sont les deux choses que j'ai envie de détecter. Donc vous voyez le modèle d'interaction, il n'est pas très compliqué, deux intents, chacun avec un slot custom, et puis le maximum de tolerance pour que effectivement il comprenne ce que je veux obtenir de lui. Ensuite, la configuration de ce skill, donc elle va invoquer une fonction lambda qui est que je vais vous montrer, qui s'appelle Alexa Johnny Pie, qui est Just to confirm, you want songs by Journey? stop. Voilà. Tais-toi un petit peu. Donc une fonction lambda ici, c'est à peu près tout. Et voilà. Donc le reste c'est juste de la configuration, ça n'a pas d'importance. Ok, donc vous voyez le skill n'est pas très compliqué. Et on va jeter un œil à la lambda. Ouh, que c'est petit. La nouvelle console lambda. Voilà un sondage qui mériterait d'être fait. Aimez-vous la nouvelle console lambda? Vous voyez qu'on a un vrai éditeur maintenant. C'est Cloud9, qui est une société qui a été rachetée par AWS il y a quelques temps et qui est maintenant un service. Donc, si vous aimez les IDE hébergés dans le cloud, regardez Cloud9. Voilà, ça a été intégré dans la console lambda. Il faut reconnaître, c'est quand même un progrès par rapport à ce qu'on avait avant. Donc, alors là, il y a un peu plus de code, parce que c'est la lambda, même une lambda simple pour un skill, c'est un petit peu verbeux. Donc il y a plein de fonctions un peu standards qu'on va pas regarder en détail. On va regarder l'initialisation, parce que ça c'est intéressant. Donc ça c'est le lambda handler, donc ça c'est le point d'entrée de la lambda. Okay. Donc on voit que comme dans tous les skills, il va y avoir une requête de lancement mais qui est générée automatiquement par Alexa, et puis ensuite on va envoyer des intents. Okay. Et donc en fonction des intents, on va appeler voilà, on intent. Okay. Et donc si c'est direction intent qui a été détecté, on va appeler un handler que j'ai développé. Si c'est see intent qui a été détecté, on va appeler un autre handler, etc. etc. Okay, donc c'est un modèle de programmation relativement simple. Donc on va regarder par exemple handle direction, voilà, qui est là. Ok, donc handle direction, il va vérifier
qu'il est capable d'extraire du slot la direction. Okay. Il va vérifier que la direction qui est contenue dans le slot fait bien partie des valeurs qu'il connaît. D'accord. Ici, j'avais même rajouté faster and slower. Ok. Et puis, il va... oui, il y a une bizarrerie de fichage. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'il a extrait la direction, il va se connecter à IoT. Je vais vous montrer comment après. Et puis, il va publier un message dans le topic move avec la valeur de la direction. Et donc, c'est ça que va recevoir le robot. Okay. Et donc, la connexion, elle est là, tout simplement. Donc, ça, c'est une connexion IoT traditionnelle. Hein. On va, avec les credentials qu'on a associés au device, enfin ici au robot, lorsqu'on l'a enregistré. Hein, donc, on a récupéré un certificat, une paire de clés, etc. Et on se connecte. Okay, donc vous voyez, se connecter, c'est 3 lignes de code. 4 lignes de code. Okay, et se déconnecter, 1. Bon. Alors j'ai fait le choix de me connecter, de me déconnecter à chaque fois. Initialement, je m'étais dit non, je devrais rester connecté pendant toute la durée de vie du skill. Et puis, bon, comme parfois le skill se termine de manière bizarre, parce que j'ai dit un truc qu'il ne comprend pas, ou je l'ai mal prononcé, etc. Bon, j'étais parfois dans des états un peu incertains, et mon application l'était. Moi aussi, ça arrive parfois, mais là, en l'occurrence, je parle plutôt de la lambda. Donc, je trouvais que c'était plus déterministe de me connecter, de me déconnecter à chaque fois. Ça pose pas de problème de latence, comme vous avez vu. Hein, on sent pas qu'il y a un coup de mou à chaque fois qu'on est obligé de se connecter. Alors, le handler pour la vision, c'est la même chose. Donc, on va vérifier qu'on a bien la valeur de la target. Okay. On va valider que c'est soit faces, soit object. On va se connecter. Si la target est un visage, ouais, c'est bizarrement indenté quand même. Si la target est un visage, on va... ouais, voilà. On va utiliser recognition, en fait on va envoyer un ordre reco pour lui dire d'utiliser recognition. Si la target est object, on va lui dire d'utiliser mxnet. Okay. Donc, et donc évidemment dans le code du robot, je vais reconnaître ce message et utiliser l'un ou l'autre des services pour faire la détection. Okay. Voilà. Et après le reste est assez semblable. Donc vous voyez finalement, avec 2 slots et un tout petit peu de code, on arrive à passer ces commandes de manière assez simple. Donc ensuite, côté, on va regarder rapidement le code du robot. Bon, il y a plein de codes utilitaires, mais on va regarder les morceaux intéressants. Donc, l'initialisation, donc il va se connecter lui aussi à IoT, avec ses propres credentials. Il va s'abonner au topic MQTT, donc Move, Speak, Si, enfin bon, j'ai d'autres topics que je ne vous ai pas montré aujourd'hui. Il va se connecter à Poly, il va se connecter à Recognition, il va charger son modèle préentraîné avec les catégories, exactement comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis ensuite il attend. Voilà. Il attend qu'on lui envoie des commandes, et quand il reçoit une commande, on va appeler le callback qui correspond au topic en question. Okay, donc voilà, on va juste en regarder un, on va regarder peut-être, c'est peut-être Si qui est plus intéressant. Voilà. Hop, où est-ce qu'il est? Voilà, callback, pardon, callback. Ok, donc dans tous les cas, il commence par prendre une photo. Puis ensuite, si le message commence par mxnet, il sait qu'il va devoir faire une détection locale. Donc, il va charger l'image. Qu'il vient de prendre, enfin la photo qu'il vient de prendre. Il la passe à travers le modèle mxnet. Il récupère la top catégorie. Okay. Alors il affiche le top 5, je crois, par défaut. Ça me permet d'avoir un peu d'infos de debug. Et puis ensuite, il construit un message texte avec la catégorie top 1. D'accord. Et c'est ça qu'il envoie à Poly, c'est ça que vous avez entendu, et c'est ça qui est tweeté en même temps que l'image. Okay. Si la commande commençait par reco, eh bien, il va copier la photo qu'il vient de prendre dans S3,
Il appelle Recognition pour détecter les labels. Il appelle Recognition pour détecter les visages. Il va tracer le petit... S'il y a des visages dans l'image, il va tracer le petit cadre orange là, que vous avez vu sur le tweet. Qui est là. Voilà. Là, voilà. Ça, c'est le serveur qui le... Enfin, c'est le robot qui le fait. Ok. Ensuite, il va générer les messages pour Poly. Un pour les visages, un pour les labels. Il va les prononcer et puis il va tweeter. Voilà. Vous voyez, c'est pas des centaines de lignes de Python non plus. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un écho, un écho et un robot Raspberry Pi. Voilà. Et un peu d'IoT, et vous voyez que tout ça n'est pas très compliqué. Alors on va passer à au deuxième sujet, deuxième démo. On va parler un peu de Deep Lens. Alors la question que tout le monde va me poser, c'est, avant même de savoir ce que ça fait, c'est comment je peux en avoir une. Et alors là c'est un peu compliqué. Donc ça a été annoncé à reInvent. Elle a été donc distribuée aux heureux chanceux qui avaient pu s'inscrire à temps pour les workshops. Vous pouvez la précommander. Elle est en précommande sur Amazon. Par contre, à l'instant T, elle n'est pas livrable en France. Je ne sais pas si ça changera. Mais j'ai pas vu de liste de pays. J'ai pas vu de liste de pays. Mais bon, donc vous pouvez, si vous avez quelqu'un qui peut vous la faire, qui peut vous la rapporter des États-Unis, je pense que dans un premier temps, ça sera la meilleure solution. J'espère bien qu'après, elle sera ouverte à d'autres pays. Mais pour l'instant, je crois que c'est uniquement les États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait Deep Lens? On va fermer tout ça. Paf, paf. IoT, j'en ai besoin. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Donc, c'est une caméra, 2 mégapixels. À l'intérieur, on a une plateforme Intel avec un Intel Atom. Et on a un Linux qui tourne, hein, c'est un Ubuntu, vous pouvez faire SSH dessus. Mais surtout, vous avez... Alors, voilà, on va passer dans la console de Deep Lens. Voilà le device. Ok, donc il se connecte évidemment au Wi-Fi. Voilà. Et sur ce device, vous allez pouvoir déployer des projets. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet? On en fournit déjà quelques-uns. Un projet, ça va être une combinaison d'un modèle de deep learning, un modèle MXNet, et une fonction lambda. Okay. Donc, le fonctionnement global de cette caméra, c'est que, évidemment, elle capture des images. On peut peut-être basculer, s'il te plaît, Hugo, ça sera tout de suite très concret. Comme ça, on va voir Hugo maintenant. Ah, il rigole moins. Dis bonjour. Dis bonjour à la dame. Bon, voilà. Donc, ici, je vois le flux vidéo. Ah oui, c'est marrant. Je vois donc le flux vidéo traité par le modèle de Deep Learning. Okay. Je pourrais voir le flux vidéo brut également. Donc, on va laisser Hugo tranquille. On va essayer de tourner la caméra comme ça. Voilà, hop. Ok, et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc les images sont capturées par la caméra, elles sont traitées par une fonction lambda qui tourne sur le device au travers d'un framework qui s'appelle Greengrass, dont j'ai déjà parlé pendant les webinaires IoT. En gros, Greengrass, c'est la capacité à exécuter des fonctions lambda sur des équipements de type IoT. Donc on peut les déployer depuis le cloud vers les devices, on peut les mettre à jour, etc. Et ici, c'est bien ce qu'on fait. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure ma lambda. Elle est quelque part par là. Elle est dans la région US East, et ensuite, via Greengrass, elle est automatiquement déployée. Voilà, la voici. Elle est automatiquement déployée sur la caméra. Donc, les images rentrent dans la caméra, elles passent à travers la lambda qu'on a déployée sur la caméra. Okay. La fonction lambda va utiliser un modèle de deep learning pour faire une prédiction.
un peu comme je l'ai fait sur mon Raspberry Pi, sauf que bon, c'était pas une fonction lambda, c'était du code Python explicite. Mais ici, donc la lambda va appeler le modèle qui a été déployé sur la caméra. Elle va récupérer les informations de prédiction qui sortent du modèle. Donc ici, on a un modèle de détection d'objets qui sait détecter 20 types d'objets. Donc, alors, c'est sans doute trop petit pour que vous puissiez lire, mais il détecte les chaises. Donc, on voit bien les 2 chaises ici à l'écran. Pardon ? Tu peux te lever les compter. C'est vrai, j'ai le droit de bouger. Ah, enfin. Ah, on me voit ? Je suis allé. Alors maintenant, oui, mais si je m'assois sur la chaise, bon, non, je peux. Voilà. Et on va me voir moi. Donc on voit ici les bounding box, donc on voit, alors si je ne me mets pas devant, on voit la chaise qui est correctement détectée. On voit, où est la bouteille ? On avait une bouteille. Ici la bouteille. Normalement il est capable de détecter la bouteille, voilà. Ok, donc on voit la bouteille qui est détectée. Alors on voit moi, il détecte aussi. Il sait détecter les personnes. Il sait détecter les tables. Alors il dit dining table, donc on n'est pas en train de manger, mais enfin effectivement on voit un cadre, voilà, ce cadre-là qui apparaît quand je gigote. Il sait détecter les écrans de télé, enfin voilà, il y a une vingtaine d'objets. Après il sait détecter les avions, les vélos, les chats et les chiens, mais on n'a pas réussi à vous amener ça dans la salle de webinaire. C'est dommage, on essaiera la prochaine fois, ça pourrait être marrant d'avoir des animaux. Et donc, voilà, donc ces informations, elles proviennent de la prédiction faite par le modèle. Et donc ensuite, la lambda utilise OpenCV pour rajouter sur le frame vidéo, pour rajouter ces informations-là que vous voyez à l'écran. Et puis ensuite, le flux est émis, et c'est le flux que vous voyez là. Okay, donc le modèle, c'est ça, c'est une lambda qui est dans le cloud, donc on va la regarder un peu, on va regarder les grandes lignes. Une lambda qui est dans le cloud, un modèle qui est dans le cloud, un modèle de MXNet tel que ceux qu'on a vus jusqu'ici, hein, qui pourrait être entraîné avec SageMaker ou entraîné sur une instance EC2. Ensuite, vous créez un projet dans lequel vous associez ce modèle à la lambda. Ça va être déployé automatiquement sur la caméra. Okay. Et puis à partir du moment où vous allumez la caméra, la lambda démarre, elle reçoit les frames vidéo, elle fait la prédiction, elle les annote avec la bounding box, etc., et elle les réémet sur la sortie HDMI que vous voyez là à l'écran. Okay, voilà le principe de base. Alors donc ici, c'est ce modèle-là hein, de détection d'objets. Il y en a d'autres, il y a un modèle de détection de visage. Alors on a été obligé de faire forcément l'application HotDog, Not HotDog. Si vous ne regardez pas les séries, ça ne vous dira rien, mais sinon vous savez de quoi je parle. On sait reconnaître les chats et les chiens, mais comme je disais tout à l'heure, on n'a pas réussi à en capturer aujourd'hui. Et on a un projet de reconnaissance d'action, donc on peut reconnaître une personne qui marche, une personne qui joue de la guitare, une personne qui se brosse les dents, etc. C'est tout à fait passionnant. Et puis bien sûr, vous pouvez créer votre propre projet, où vous allez ajouter un modèle, ajouter une fonction, etc. etc. Voilà. Pour aujourd'hui, on va se contenter de faire des modèles préexistants. Voilà, donc vous choisissez ce modèle, et puis vous cliquez sur Deploy to Device, et c'est parti. Okay. Donc voilà le principe général. Et donc tout ça s'appuie sur Greengrass, qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, cette technologie IoT qui permet d'avoir un environnement d'exécution lambda sur des devices et de les synchroniser quand on peut avec le cloud. Ok. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je peux vous montrer, on peut regarder peut-être un peu la lambda. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Ah bah, c'est pas grave, on va le voir en regardant la lambda. Donc la lambda ici, elle est en Python. Donc on récupère le dernier frame capturé par la caméra. On en fait une image JPEG avec OpenCV. Ok. Et puis on va la prédire. Où est-ce qu'elle est là? Ah non, pardon, c'est là.
Donc on capture l'image, voilà, on capture l'image, on la redimensionne, hein, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ce modèle, un modèle pré-entraîné, il est rigide sur sa couche d'entrée, donc il attend les images d'une certaine taille. Donc ici, quelque chose me dit que ça va être 224 par 224. On les a définis où? Non, c'est 300, 300, vous voyez, perdu. Voilà, mais dans tous les cas, on redimensionne. On fait l'inférence, okay, donc on fait comme tout à l'heure, on passe l'image à travers le modèle qui a été déployé. On récupère les résultats. Donc ici, c'est un single shot detector, un peu comme ceux que je vous ai montré sur GitHub tout à l'heure. Et puis pour chaque objet qu'on a détecté, donc l'output du SSD, ça va être j'ai vu tel objet et voici les coordonnées XY de la bounding box. Donc on récupère pour chaque objet les coordonnées. Avec OpenCV, on dessine un rectangle autour de ça. Et puis on construit un message et on l'écrit sur IoT. C'est ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. C'est qu'en permanence, en fait, pour chaque frame, la lambda va envoyer un message IoT. Donc, on va pouvoir les voir. Il faut qu'on récupère le nom du topic qui est là. Et dans la console IoT, on a un outil de test. On va recharger la page pour être sûr qu'ils sont bien connectés. Et donc je vais pouvoir m'abonner au topic. Donc m'abonner, ouais, paf. Le nom du topic. Je vais lui demander de me capturer 100 messages. Ah oui, non, je ne suis pas dans la bonne région, donc forcément ça ne marchera pas, pardon. Virginie du Nord. On recommence. Le topic. Voilà, s'abonner, voilà. Et là, je vois, ah, c'est marrant. Donc il y a la bouteille. Alors manifestement, il prend Johnny Pie pour une moto. Donc c'est parce qu'elle a des roues. Voilà, c'est sûr. C'est sûr que dans les 20 objets, ouais, c'est ça, dans les 20. Alors là, il voit peut-être bicycle maintenant. Mais dans les 20 objets qu'il connaît, s'il y en a un qui ressemble à Johnny, c'est une bicyclette ou éventuellement une moto. Donc il se trompe un peu là-dessus. Par contre, sur la bouteille, voilà, il ne se trompe pas. Sur la chaise, et si je vais... Ouais, j'espère que ça fait pas déjà 100 messages. Ça fait déjà 100 messages. Ouais, ça n'a plus l'air de défiler, on va recommencer. Hop. Ouais, si je me mets devant, il va dire personne certainement, non? Je sais pas si on le voit défiler. Ouais, ça aussi. Ouais, ça aussi un peu. Voilà. Faut pas que je bouge. Donc voilà, ok. Donc on a aussi, on a le flux vidéo. Alors on voit le dining table là, on voit qu'il le reconnaît. Ouais, effectivement, Johnny, il a l'impression que c'est bicycle, mais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas si bête. C'est pas absurde en tout cas. Et donc on a à la fois le flux vidéo qu'on peut visualiser ici comme vous le voyez, et puis on a des infos qui sortent en IoT. Et qu'on pourrait envoyer dans une application quelconque. On pourrait avoir une fonction lambda qui va être déclenchée ensuite sur ces messages-là. Et on peut imaginer tout type d'application. Hein, si effectivement vous voulez détecter quand un vélo passe devant chez vous, bon, ben voilà, vous braquez la caméra, et puis quand dans la lambda vous détectez bicycle avec une confiance élevée, vous pourriez envoyer un SMS ou faire ce que vous voulez via une lambda. Donc une fois de plus, hein, la combinaison de ces différents services est assez simple, et on se contente de récupérer les résultats du modèle et puis d'agir dessus. Voilà. Okay. Mais on n'est pas obligé de faire de l'IoT, hein. On pourrait très bien se contenter d'utiliser la caméra comme ça en mode vidéo, mais bon, ça me paraît plus amusant de le faire autrement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur DeepLens? Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour l'instant. Dans Models, voilà, donc là on voit la liste des modèles qui correspondent au projet prédéfini. Donc on voit Object Detection, c'est bien une architecture SSD, c'est un modèle ResNet 50, etc. etc. Voilà, si vous voulez un peu plus de détails
sur les modèles qui sont utilisés, vous les trouverez là. Tout ça évidemment est stocké dans S3 et déployé par Greengrass via S3. Okay. Pardon. Alors l'étape d'après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aller dans SageMaker. Ce sera sans doute ma prochaine démo. Je sais pas si on verra si j'ai le temps de faire ça en janvier, ça serait bien. Mais d'aller dans SageMaker, de partir d'un notebook, d'entraîner un modèle, ou de modifier un modèle de reconnaissance d'image, et puis de l'utiliser, voilà, tout simplement, de le déployer après via Greengrass. Ça sera sûrement ma démo de janvier. Si j'arrive peut-être à me reposer à Noël, on verra. Si j'arrive à me reposer, je pourrais travailler. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, quoi. C'est d'utiliser SageMaker, dont je parlerai demain en détail. On regardera en détail ce qui se passe dans SageMaker, et on verra qu'effectivement on peut entraîner des modèles, on peut les héberger dans SageMaker, et puis ensuite on pourra alors, soit les déployer sur des instances, on va dire traditionnelles pour faire de la prédiction, etc. Soit les déployer vers des devices, et pourquoi pas vers une deep lens, pour faire ce qu'on est en train de faire à l'instant T. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Hop. Ouais. Ah tiens, on a vu mon écran là. Ouais, faut pas trop bouger. Voilà. TV Monitor, ouais, c'est presque ça. C'est presque ça. Oh, ça marche pas si mal. Ah, il voit la chaise là-bas dans le fond. Souris, Hugo. Bon, voilà ce que je pouvais, vous raconter sur ces deux sujets. Donc, on l'a vu, hein, c'est du Lego. Je parle toujours d'infrastructure Lego avec AWS, mais alors là aujourd'hui, c'est vraiment plus que jamais, quoi. On prend des devices, on les combine, on les connecte via IoT en écrivant 3 fois rien de lignes de code. On rajoute des services de haut niveau comme Poly Recognition, et on arrive à faire une démo qui est plutôt marrante. Et puis pour Deep Lens, c'est pareil, on combine un modèle qu'on a entraîné et qu'on a dans SageMaker par exemple, ou dans S3. On combine Greengrass et Lambda pour avoir de l'exécution locale. Enfin voilà, j'adore ces architectures où on s'amuse à combiner les services de différentes façons pour réaliser finalement assez vite des démos marrantes. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Alors quelques liens, donc les liens généraux sur l'IA chez AWS pour si vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur Poly, Recognition, etc. La page de Deep Lens avec les specs et un peu plus de détails. Le GitHub de MXNet et donc de l'API Gluon qui fait partie de MXNet, donc je parlerai sûrement en début d'année prochaine aussi. Et puis mon blog sur lequel vous trouverez toujours beaucoup de tutos et beaucoup d'infos et beaucoup de code. Et puis en particulier, vous trouverez toute une série d'articles que j'ai écrits pendant que je réalisais cette démo avec Johnny Pi. Je crois qu'au total, il doit y avoir 7 ou 8 articles qui, de manière progressive, vous permettent de construire tout ça. Donc voilà, ça c'est le premier article de la série, mais vous trouverez tous les autres et vous verrez très très précisément comment fonctionne tout ça. Et bien sûr, vous trouverez les liens vers le code sur GitHub. L'intégralité du code que j'ai utilisé sur Johnny Pi aujourd'hui et sur GitHub. Donc il vous suffit, si vous voulez le faire, de racheter un petit robot et de jouer. Voilà. Merci beaucoup. Je suis content qu'on n'ait pas eu de problème technique cette fois-ci. Ouais, Hugo aussi, ouais, parce que c'est vraiment agaçant ces histoires de crash. J'ai appris ma leçon. Merci beaucoup. On va vous afficher le sondage et puis on a des questions et on va y répondre. Voilà, donc comme d'habitude, 5, vous êtes très satisfait, 1, vous êtes insatisfait. Voilà. Sur YouTube aussi, ça peut donner leur avis. Et oui, et puis si vous pouvez donner votre avis sur les gens qui ont participé à la diffusion sur YouTube, si vous pouvez nous dire, tu veux dans le chat? Oui. Ouais, si vous pouvez nous indiquer dans le chat de GoToMeeting si ça fonctionne bien. Voilà.
si ça vous a plu, si vous avez des commentaires, polis. Ils peuvent être négatifs, mais polis. Hugo est preneur. Merci beaucoup. Alors, les questions. Ah, et j'ai oublié la démo GAN. Mais oui, je savais que j'oublie un truc, la démo GAN. Ah, mais non, on va faire la démo GAN. Non, mais elle est... Non, pas de souci. Elle est longue, donc je peux la lancer, répondre aux questions. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Merci au brave inconnu qui... Oh, j'en aurais pas dormi de la nuit. GAN. Alors oui, là aussi, bon, du coup, j'avais pas vraiment le temps de rentrer dans les détails, ça mériterait une explication de 2 heures, mais j'ai un article de blog très très long et très très détaillé sur le sujet. Donc c'est un des derniers que j'ai fait, donc vous le trouverez medium.com/adjubsimon. Alors je vais juste la lancer, on va la laisser tourner un petit peu. Run all, ça me paraît pas mal. On va la laisser tourner un petit peu et puis je vais vérifier que ça démarre correctement. Ça a l'air. Ouais, et puis on va la laisser avancer un peu et puis on va y revenir tout à l'heure. Ok. Alors, les questions. Alors, tu peux remonter un petit peu. Alors, question d'Alexandre. Quelle est la différence entre utiliser DeepLens et un Raspberry Pi bien configuré? Alors, c'est une question intéressante. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de benchmark encore pour l'instant, mais la plateforme matérielle qui est dans le DeepLens me paraît bien plus puissante que le Raspberry Pi. C'est un Atom, c'est un Intel Atom. Donc en termes d'inférence, bon, j'ai fait des petits tests rapides, j'ai l'impression qu'on allait quand même 2 à 3 fois plus vite sur la DeepCam. Donc déjà le hardware est plus puissant sur la DeepCam. Ensuite, il y a le côté déploiement qui est quand même intéressant sur la DeepCam. Dans le sens où effectivement on a le modèle lambda, on a le modèle Greengrass, et donc on est complètement libéré de la problématique de déploiement sur les équipements. Bon, là c'est facile, elle est sur mon bureau, mais je veux dire elle pourrait être accrochée en haut d'un mur à 100 km d'ici et j'arriverais quand même à faire du déploiement. Sur un Pi ou un autre équipement d'ailleurs, il faudrait le faire soi-même. Donc je trouve que c'est une idée intéressante d'avoir. Ils auraient pu se contenter de faire une caméra, juste deep learning, et puis je sais pas pourquoi ces trucs. Mais oui, ils ont décidé de le combiner avec un déploiement automatique. Et je trouve que c'est une façon intéressante de faire. Voilà. Pour de l'IoT, hein, le déploiement des équipements, c'est quand même un gros sujet. C'est des équipements qui, a priori, ne sont pas sur votre bureau et ne sont pas accessibles en 5 secondes. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, question de Guillaume, est-ce qu'on peut remplacer DeepLens par une autre caméra et bénéficier du reste de la chaîne de traitement? Alors, oui, si vous avez votre propre caméra et qu'elle est suffisamment puissante pour faire tourner Greengrass, il n'y a aucun problème. Hein. Greengrass, justement, là, il est déployé sur cette caméra-là, mais il est fait pour être déployé sur des équipements tiers. Donc, vous pourriez tout à fait déployer Greengrass sur votre caméra Linux, etc. et puis faire exactement la même chose. C'est déjà possible aujourd'hui, ça, sincèrement. Il n'y a pas de... Là, c'est l'intérêt de DeepLens, c'est qu'on a tout en un.
Et c'est avant tout un outil de développement, c'est avant tout un outil pour les développeurs. Je pense qu'on n'a pas vocation à utiliser une deep lens pour faire des trucs industriels, peut-être plus tard, mais dans l'immédiat, c'est plutôt un outil qu'on veut mettre dans les mains des développeurs pour qu'ils se forment au deep learning et qu'ils commencent à jouer. Voilà. On a d'autres questions? Je vérifie que mon truc tourne, ça a l'air. Après, ça y est, il est parti. On va le laisser tourner, il faut attendre encore quelques minutes pour qu'on ait des résultats. C'est un peu long. Alors, il y a encore une question. Oui, mais si l'image fait 4000 par 4000, eh ben, si elle fait 4000 par 4000, on la redimensionne. Voilà, donc j'ai déjà répondu à ça hier. La résolution de l'image n'a pas une grande importance si on veut reconnaître des objets ou des gens. Justement, c'est bien le problème, c'est qu'une image 4000 par 4000, elle a beaucoup trop d'informations, et que pour reconnaître une chaise ou pour reconnaître une bouteille ou pour reconnaître un chat, on n'a pas besoin d'avoir l'intégralité des pixels. Donc c'est vraiment inutile d'obliger un réseau de neurones ou un modèle de deep learning à traiter autant d'informations. Donc il va être capable, vous avez compris comment marche la convolution, on va chercher les features géométriques, on va chercher les features dans le dataset, et on n'a pas besoin d'avoir des quantités de pixels phénoménales, parce que 99% de l'information n'a aucune importance, et elle va être de toute façon jetée au fur et à mesure par les filtres. Donc histoire d'accélérer le training, d'accélérer l'inférence, il vaut mieux avoir des images qui sont de taille raisonnable, et la convolution marchera quand même bien pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que la base d'apprentissage doit être 100% fiable? Alors, oui, enfin, c'est mieux. Il faut que le dataset soit le plus propre possible. Bon, maintenant, s'il y a quelques erreurs de classification d'étiquetage dans le dataset, bon, bah, il y en a. Si vous avez, c'est toujours pareil, si le taux d'erreur est faible, je pense que ça ne perturbera pas trop l'entraînement, mais dans la mesure du possible, oui, faites que votre dataset soit le plus clean possible. C'est pas un conseil spécifique au deep learning, hein, c'est un conseil général pour le machine learning. Il faut que les datas soient les plus vraies possibles. Alors, on a encore quelques questions. On remonte un peu? Non? Plus trop? Les autres, je crois qu'on a déjà répondu. Alors, le GAN, je vais y revenir au GAN. Je ferai peut-être une session GAN, une session dédiée GAN l'année prochaine. Donc, en substance, alors je vais quand même vous montrer l'article de blog parce que ça va vous donner envie de le lire, il est chouette. Et après, je vous montrerai le résultat. Là, j'ai des dessins qui vont vous expliquer le truc. Donc, en fait, l'idée ici, l'idée du GAN, c'est non pas de classifier ou traiter des données existantes, c'est de générer des données. Donc, on va apprendre, on va avoir, donc c'est une technique qui a quelques années maintenant et qui progresse très très vite, qui a maintenant des effets vraiment spectaculaires. On arrive à générer des visages humains, on arrive à faire des trucs assez incroyables. Donc en fait, on va utiliser deux réseaux, deux modèles. On va utiliser un modèle qui va générer des images à partir de données aléatoires. Donc évidemment au début ça va être n'importe quoi. Okay. Donc on va lui apprendre, progressivement il va apprendre à générer des images, mais au début elles seront complètement aléatoires. Et on va avoir un deuxième réseau qui est ce qu'on appelle le discriminateur ou le détecteur, qui lui va essayer de séparer les vraies images des fausses. Et le principe de base des GAN, alors je vais essayer de l'expliquer de manière la plus claire possible. Le seul réseau, le seul modèle qui voit le dataset de départ, donc ici on va utiliser Amnist, donc il y a un seul modèle qui voit les vrais échantillons, c'est le détecteur, okay, ou le détective, parce que c'est un peu son rôle, il doit identifier le vrai du faux. Donc le détective, on va l'entraîner avec les vraies images d'un côté, en lui disant ça c'est les vrais, et les fausses de l'autre côté, c'est-à-dire celles qui sont générées par le générateur. Okay. Donc on va lui dire, voilà les vraies, voilà les fausses, apprends à reconnaître les vraies des fausses. Donc c'est un problème de classification assez classique. D'accord ?
Mais quand on va mettre à jour, donc le réseau va mettre à jour ses poids, comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Et on va garder les poids, on va garder les mises à jour des poids qui ont été faites par le détecteur, et on va les appliquer sur le générateur en lui disant, si tu veux apprendre à générer des vraies images, voilà les poids qu'il faut utiliser. C'est ça l'intuition géniale du GAN, c'est qu'en fait le générateur, il ne voit pas les images qu'il doit apprendre à imiter, il voit comment le détecteur apprend à distinguer le vrai du faux. Okay, et donc il apprend finalement, c'est pour ça qu'on a un faussaire et un détective. Donc le faussaire, il ne voit pas ce qu'il doit copier, d'accord? Seul le détective voit ce qui est vrai et ce qui est faux, mais en voyant comment le détective apprend à reconnaître le vrai du faux, d'accord? C'est comme ça que le générateur apprend à générer des images de plus en plus véridiques. Okay, donc on ne lui montre pas les échantillons, mais via les mises à jour des poids des neurones, il apprend progressivement à générer des images de plus en plus vraies, de plus en plus vraies, de plus en plus vraies. D'accord? Et donc, plus elles sont vraies, plus elles sont ressemblantes aux échantillons, plus le détective va devoir travailler dur et va devoir affiner son apprentissage pour dire ça c'est un vrai, ça c'est un faux. Okay, et c'est comme ça qu'on converge en fait. Okay, c'est qu'en observant comment le détective apprend, le générateur apprend lui aussi. Et donc il va générer des échantillons un petit peu meilleurs à chaque fois, que le détecteur va observer et il va devoir lui aussi affiner ses poids pour dire ouais, les différences entre les vrais et les fausses deviennent de plus en plus fines. Et ces mises à jour de poids, hop, on les rebalance encore au générateur. Voilà. C'est vrai, c'est ça l'idée de départ. Donc je vous laisserai lire l'article en détail et j'ai vraiment fait en sorte d'expliquer le maximum de choses et l'article est très très long. Et vous verrez comment on arrive à faire, il y a même l'explication ligne à ligne sur ces morceaux-là. Donc voilà le code en question, hein, où on entraîne le générateur, on entraîne le détective et on applique les poids du détective sur le générateur. Donc là, par rapport aux exemples qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui, ici on utilise une API de plus bas niveau dans MXNet. On ne peut pas utiliser l'API traditionnelle où on n'a qu'un modèle, on le crée, on l'associe aux données, on l'entraîne, etc. Là, on est obligé de faire des choses un petit peu plus bas niveau. Donc si vous voulez voir un peu plus finement quelles sont les opérations un peu unitaires qu'on fait pendant la backpropagation, etc., vous allez les voir ici. Okay, bon, là, je n'ai pas le temps d'expliquer, ça mériterait 2 heures d'explication et j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va regarder ce que fait mon script. Donc, paf, on a lancé là, que je retrouve mon truc en bas. Voilà, donc, je vais remonter. Donc, on voit ici, pardon, hop, on se met comme ça. Voilà. Donc, ici, on voit les images qui sont fabriquées, hein, c'est une petite matrice, donc il y en a au total, il y en a voilà, un petit carré là, c'est un digit MNIST, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 25 là je pense. Donc ici on voit au début c'est du bruit blanc, c'est n'importe quoi, okay, parce qu'on part de données aléatoires et on construit des images à partir de données aléatoires. Donc au début c'est du bruit blanc, ça va pas du tout, d'accord. Mes échantillons, mes vrais échantillons, ils ressemblent à ça, okay, c'est ce qu'on a vu hier. Okay. Bon, et puis au fur et à mesure, alors je vais avancer un peu. On voit, voilà, on commence à voir apparaître dans le bruit blanc, on commence à voir apparaître des taches, parce que au fur et à mesure que le détective apprend à détecter le vrai du faux, et au fur et à mesure qu'on applique ces mises à jour de poids sur le générateur lui aussi apprend à le faire. Donc je vais avancer. Voilà, là on voit, par exemple, au bout déjà d'une époque et demie, on commence à voir apparaître des digits. Vous voyez, ça va assez vite. Je vais avancer encore un petit peu. Voilà, et puis progressivement, vous voyez, le faussaire devient de plus en plus efficace. Voilà. Alors là, pour l'instant, bon, c'est un peu des hiéroglyphes. Si on descend, voilà, on voit, là on est on est presque à trois époques. Voilà, au bout de 3 époques, on commence à avoir des 0 qui ressemblent à des 0, on commence à avoir des 1 qui ressemblent à des 1.
On commence à voir ouais, des trucs, bon, il y a toujours du charabia là, mais vous voyez, progressivement, ici on est à, voilà, combien, on est à 4 époques à peu près, on commence à avoir des 5, on commence à avoir des débuts de 8, donc c'est complètement magique, hein. Et donc il faut vraiment comprendre ça dans le GAN, c'est que le générateur ne voit pas les échantillons, il voit comment le détective apprend à détecter le vrai du faux. Et donc en suivant le même apprentissage que le détective, eh bien, progressivement, les images qu'il génère deviennent de plus en plus fines. Et donc on voit, alors là, vous voyez, ça prend quand même beaucoup de temps. Au bout de 10 époques, on a des choses qui apparaissent. Au bout de 20 époques, on commence à avoir des digits qui sont très corrects, et au bout de 50 époques, on a quasiment des digits parfaits. Enfin, bon, certains sont un peu moches, mais un humain les reconnaîtrait. Alors celui-là est assez bizarre, voilà, mais les autres seraient reconnus normalement par un humain. Et avec ce genre de choses, on arrive maintenant à générer des visages humains. Je vais essayer juste de retrouver cet article j'ai vu et on s'arrêtera là-dessus. Il y a eu un post il n'y a pas longtemps sur le blog de Nvidia. Ouais, c'est peut-être celui-là. Voilà, c'est celui-là, j'ai eu du pot. Alors ça, ces visages-là, ils n'existent pas. Voilà, faut s'en convaincre. Ils ont été générés par un réseau de neurones. Donc il y a un dataset qui s'appelle Celeb A, qui est un dataset de célébrités, donc c'est des photos comme ça en gros plan de célébrités de cinéma, etc., etc. Et donc en utilisant une technique similaire à ce que je vous ai montré, bon, avec des optimisations, parce que là les images sont évidemment de plus grande taille, donc il y a pas mal d'autres soucis à régler, mais ces images-là, ces visages-là n'existent pas. Il faut se convaincre. Ces personnes n'existent pas, elles ont été générées par un réseau de neurones. Voilà. Donc je vous laisserai lire ça. Bon, c'est assez stupéfiant. Et c'est un article qui date d'octobre 2017, et il y a encore eu des avancées supplémentaires depuis ça, quoi. Donc c'est vraiment, c'est sans doute le domaine, du deep learning qui avance le plus vite en ce moment, c'est ça. Alors pour l'instant on le fait sur des images fixes, et puis assez vite à mon avis on va réussir à le faire sur de la vidéo, et puis là je pense qu'on va commencer à rigoler pas mal. Voilà, je vous aurais quand même montré les GAN, et on remettra dans l'ordre, hein, je vais faire du montage, mais non, ça va bien se passer. Voilà, je pense qu'on est au bout de la présentation, et j'espère donc que vous avez vu, là on a fait des choses assez avancées aujourd'hui, mais j'espère que ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire, avec du deep learning et des images, et de ce qu'on peut faire avec Mixnet et des instances GPU et tout ça sur AWS. Voilà. Et ça n'est que un tout petit bout de ce qu'on peut faire. Voilà. Comptez sur moi pour continuer à vous montrer des trucs rigolos. Une fois de plus, c'est un domaine qui avance très très vite, et je pense qu'il y aura encore beaucoup de démos rigolotes à faire avec DeepLens et avec des GAN et avec d'autres sujets comme ça. Voilà, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain pour la dernière journée. Donc demain après-midi, pendant le premier webinaire, on fera un panorama des nouveautés IA et machine learning qui sont sorties à reInvent. Et il y en a eu pas mal. On fera des démos de ces services-là. Et puis dans le deuxième webinaire, on se concentrera sur SageMaker, donc, que j'ai utilisé un peu tout au long de la semaine, que vous voyez ici, qui va nous servir à utiliser nos notebooks, à entraîner nos modèles, à utiliser des algos sur étagère, à déployer des modèles derrière des API HTTP, etc. Donc, c'est vraiment un outil super intéressant, et on passera un peu de temps à regarder cette fonctionnalité. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, et rendez-vous